Et puis la deuxième intervention scientifique, elle sera assurée par Judith Burstin, qui porte dans le cadre du PPR, Cultiver et protéger autrement, un projet qui est dans la catégorie des projets intégrés, qui s'appelle Specifix, donc sur les systèmes riches en légumineuses à graines, comment ils contribuent à la réduction des pesticides, quels sont les nouveaux axes de recherche qu'ils portent et comment ça s'inscrit dans les trajectoires réussies de diversification au service d'une durabilité agricole. Merci beaucoup. Donc, Gwenaëlle, on te passe la parole avec un grand plaisir. Merci, bonjour à tous. Vous voyez bien mon écran? Parfait. Donc, effectivement, dans la suite de l'exposé précédent, on va poursuivre sur la diversification, mais cette fois-ci avec un focus sur les légumineuses et leur contribution à la réduction des pesticides dans les systèmes de culture. Donc, avec, pour commencer, un état des lieux sur ce que l'on sait déjà, sur les légumineuses dans les systèmes de culture par rapport à cette gestion des pesticides, de la gestion des bioagresseurs, mais en présentant aussi un certain nombre de challenges qui sont posés, puisque insérer des légumineuses dans les systèmes de culture, imaginer des systèmes de culture à la fois riches en légumineuses et sans pesticides, ça constitue un challenge que l'on va discuter et que Judith aussi expliquera, puisque c'est quelque chose effectivement qui est traité dans un projet qui vient de débuter, financé par le PPR. Donc, pour introduire, on l'a déjà un petit peu vu, mais les légumineuses sont effectivement des espèces majeures pour la diversification des systèmes de culture. Un agriculteur qui souhaite diversifier son système va souvent penser à ces légumineuses de différentes façons, peut-être, dans le système, mais voilà, dans l'idée qu'elles vont apporter un certain nombre de services qui sont un petit peu résumés ici. Donc, on en attend beaucoup de choses, qu'elles produisent des matières riches en protéines, que ce soit des grains ou du fourrage, et cette production sans apport d'azote extérieur, puisqu'elles sont capables de fixer l'azote atmosphérique et donc d'être autonomes en azote, et aussi de permettre des réductions d'azote sur les cultures suivantes, et puis des effets aussi positifs sur la structure du sol, par exemple, et puis des effets aussi de régulation du climat, puisque cette réduction des engrais azotés peut permettre aussi de réduire les émissions de N2O à l'échelle de la rotation. Et puis des effets qui vont nous intéresser, qui sont liés à la diversification qu'elles procurent dans les systèmes. Elles peuvent contribuer à réguler aussi un certain nombre de bioagresseurs. Donc, on va aborder ce point en particulier des bioagresseurs, mais aussi des risques qu'il faut avoir en tête, des points de vigilance quand on insère des légumineuses. Deux exemples ici, risque de lixiviation de l'azote, puisqu'elles sont connues aussi pour avoir des reliquats plus élevés par rapport à d'autres espèces à la récolte, donc des risques de perte qui pourraient être plus importantes. Et puis, concernant les bioagresseurs, ce sont aussi des espèces qui sont connues pour peut-être favoriser certains bioagresseurs. Donc, c'est des éléments qu'il faut aussi prendre en compte et qu'on pourra discuter ensuite. Donc, quelles études existent déjà par rapport à cette question des légumineuses et des pesticides? Alors, c'est vrai que ce n'est peut-être pas le service qui a été le plus étudié quand on parle de légumineuses dans les systèmes de culture. Un exemple ici, néanmoins, d'une analyse de pratiques culturales sur 3 ans, sur un grand nombre d'exploitations en conventionnel, plus de 100 fermes par an, et qui montre que les exploitations avec légumineuses ont des IFT moindres, moins 5% pour l'IFT herbicide, moins 16% pour l'IFT hors herbicide. Un autre exemple issu de la même étude, et une autre représentation ici qui représente la part des exploitations par rapport au niveau de réduction des IFT par rapport à l'IFT de référence, avec des situations ici avec légumineuses ou sans légumineuses. Donc, ce que l'on peut voir, c'est des proportions d'exploitation qui vont être plus fortes avec légumineuses pour les classes de réduction les plus importantes des IFT. Un autre exemple ici, et qui a déjà été présenté au premier webinaire sur la diversité des successions qui favorise la réduction
des pesticides, avec des successions avec protéagineux par rapport à des successions avec des espèces dominantes, colza et céréales, qui permettent des réductions des IFT, et des IFT aussi de ces espèces dominantes, réduction des IFT du colza ou du blé, ici, quand on a inséré un protéagineux dans la rotation. Ici aussi, à partir de données de pratiques culturelles. Donc, on a des espèces qui contribuent à diversifier des systèmes où on a des espèces dominantes, et ces légumineuses, du coup, contribuent à rompre le cycle des maladies, notamment de certaines grandes cultures, telles que ici les pathogènes du sol, avec l'exemple ici du pied inverse, dont la fréquence va être réduite avec des successions contenant du poids par rapport à des situations ne contenant pas de légumineuses, des rotations simplifiées. Donc, des rôles aussi pour gérer les adventices en diversifiant les systèmes, en alternant les espèces, avec des décalages de semis, du coup, des alternances d'espèces de printemps, espèces d'hiver, une diversité des herbicides utilisés, une amélioration aussi souvent de la couverture du sol dans ces systèmes diversifiés. Tout ceci contribue à un meilleur contrôle des adventices et une réduction de l'usage des herbicides. Donc, des exemples ici, plutôt issus cette fois de simulations réalisées par Nathalie Colbach à Dijon avec le logiciel Flor6. Des simulations ici, donc un exemple de rotation simple, colza, blé, orge, et des niveaux du coup d'adventices et de nuisibilité ici qui sont exprimés, et sur un grand nombre d'années, et qui montre que c'est une rotation qui finalement peut entraîner une augmentation du salissement au cours des années. Et un scénario envisagé qui ici intègre du poids dans la rotation, où on voit la difficulté que l'on peut avoir avec ce type d'espèces qui sont peu compétitives vis-à-vis des adventices. Donc, on peut avoir un pic de problèmes d'adventices une année, mais finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'échelle d'un grand nombre d'années, avec des successions plus diversifiées, on peut avoir un salissement qui va cette fois plutôt diminuer, et qui va être aussi moins sensible aux conditions climatiques, puisque ces scénarios sont réalisés non pas sur un seul type de scénario climatique, mais sur un grand nombre. Et avec des évaluations ici qui sont présentées, qui comparent plusieurs du coup rotations, avec ici la référence que l'on avait dans le graphique précédent, colza, blé, orge, avec des indicateurs à la fois sur la biodiversité, la production et la nuisibilité des adventices et l'usage des herbicides, et la simulation qui est donnée ici pour la rotation qui insère du poids, qui permet de gagner sur plusieurs points, comme on peut le voir avec des valeurs dans le vert pour à la fois la biodiversité, la production, et puis une nuisibilité qui sera moindre, et aussi une possibilité de réduire du coup l'usage des herbicides. Donc là aussi, des données sur 30 ans pour ce type de scénario par simulation. Alors ici, dans les exemples qui étaient présentés, c'était beaucoup l'insertion d'un poids dans une rotation, l'insertion d'un protéagineux dans une succession assez classique. Mais voilà, on peut aussi diversifier de plein de façons différentes, comme l'a expliqué aussi Antoine auparavant. Donc un exemple ici d'insertion de légumineuses, cette fois plutôt comme plante de couverture, comme plante de service, qui peut être associée à une autre espèce, comme ici avec du colza avec une légumineuse gélive, où là, la légumineuse a un rôle aussi, puisque du coup, on va attendre d'elle qu'elle réduise du coup la pression des adventices, et c'est le cas pour un certain nombre d'espèces. Ici, des résultats montrant un colza seul sur l'abondance
des adventices et puis un colza associé à différentes espèces, avec ici, dans la partie droite, les espèces les plus efficaces pour réduire cet enherbement. Donc, différentes façons d'insérer les légumineuses dans les rotations pour impacter non pas seulement la fertilité du sol, comme on peut avoir peut-être comme premier objectif, mais avoir aussi un impact sur la gestion de certains bioagresseurs. Des risques que j'avais indiqués en introduction néanmoins, qu'il faut avoir en tête, puisque voilà, on peut aussi avoir certains bioagresseurs qui vont être favorisés dans des rotations avec beaucoup de légumineuses, donc faire attention notamment à certaines maladies racinaires comme Aphanomyces, et puis avoir aussi en tête cette idée que les légumineuses ne sont pas les espèces les plus compétitives vis-à-vis des adventices et qu'il faut faire attention que leur mauvaise gestion ne perturbe pas la suite de la rotation. Donc, évidemment, des règles aussi importantes, notamment pour cette gestion des maladies. La limitation de la fréquence de rupture des légumineuses est importante et alterner des espèces plus ou moins sensibles. Malgré tout, si on se projette encore plus loin en se disant il serait intéressant à l'avenir d'avoir des systèmes qui sont plus riches qu'aujourd'hui en légumineuses et qui soient sans pesticides, est-ce possible de répondre à ce challenge qui permettrait de contribuer aux transitions à la fois agroécologiques et alimentaires? C'est un challenge parce que ce n'est pas si simple, puisqu'on a quand même des légumineuses qui sont des espèces moins travaillées que d'autres cultures majoritaires, comme ça a été aussi expliqué juste avant. Donc, on a moins de travaux de sélection sur ces espèces et par rapport aux résistances aux maladies, par exemple, et autres bioagresseurs. Beaucoup moins de travaux, beaucoup moins aussi de matières actives homologuées, finalement, sur ces espèces mineures par rapport à d'autres. Donc, c'était aujourd'hui aussi une difficulté. Et bon, on a des espèces qui sont sensibles à différents bioagresseurs et qui contribuent à la variabilité de rendement bien connue sur ces espèces. Et des impasses techniques, du coup, qui peuvent arriver et voir des échecs quelquefois complets d'une culture, et des risques aussi pour les cultures suivantes, et risques aussi de ne pas atteindre les services attendus habituels autour de l'azote notamment. Une diapo qui illustre ce point sur la capacité des légumineuses à fournir de l'azote qui peut être perturbée si on ne gère pas bien certains bioagresseurs. Donc ici, l'effet de deux bioagresseurs, les cytones et les adventices, qui perturbent la quantité fixée par la légumineuse. C'est issu de réseaux de parcelles en agriculture biologique en Pays de la Loire. Et où on peut voir, les cytones, elles font des dégâts sur les feuilles, mais elles mangent surtout, les larves mangent les nodosités, ce qui perturbe évidemment du coup la quantité fixée quand ce niveau de cytone est important. On pourrait se dire c'est pas très grave puisque le poids est capable de compenser avec l'azote qui vient du sol. Mais finalement, cette compensation, oui, elle est possible, mais elle n'est plus possible si on a aussi beaucoup d'adventices sur la parcelle qui vont, ces adventices, prélever aussi de l'azote. Du coup, dans des situations où on a beaucoup de cytones et beaucoup d'adventices, on n'est plus capable d'accumuler beaucoup d'azote. Donc, ce n'est pas parce qu'on a inséré une légumineuse dans le système qu'elle va forcément fournir de l'azote. Il y a des interactions, du coup, justement, avec ces facteurs biotiques qui peuvent être importants. Donc, pour y arriver, on considère qu'il y a un certain nombre de ruptures qui sont nécessaires. Une approche systémique, bien sûr, à laquelle on est peut-être habitué quand on parle de légumineuses, mais qui est particulièrement importante pour réussir à gérer sur le long terme ces systèmes riches en légumineuses et sans pesticides, puisqu'on peut peut-être imaginer réussir une année à conduire une culture sans pesticides, mais le réussir sur un plus long terme nécessite d'avoir une approche du système dans son entier et de combiner un certain nombre de leviers et de penser aussi à une gestion multi-bioagresseurs. Souvent, on imagine des pratiques par rapport à un bioagresseur donné, mais comment arriver à une combinaison de pratiques pour gérer plusieurs bioagresseurs, c'est essentiel d'aller davantage vers ce type d'approche.
Et donc, la diversification est essentielle, du coup, comme un levier essentiel pour ce challenge. Alors, voilà, à la fois dans le temps et dans l'espace, pour intensifier les régulations biologiques. Et puis, dans l'espace, c'est comme on a commencé à l'évoquer aussi, des mélanges de variétés, des mélanges de cultures dans le champ, mais aussi au-delà du champ, avec des infrastructures agroécologiques et à l'échelle du paysage pour réussir à gérer ces bioagresseurs et ces auxiliaires pour développer ces systèmes. Un exemple aussi pour dire que la diversité spatiale peut venir finalement au service de la diversité temporelle, puisque quand on insère une légumineuse dans la rotation, c'est effectivement quelque chose d'assez habituel quand on pense diversification, mais pour finalement réussir à que ces légumineuses soient performantes et ne soient pas embêtées par un grand nombre de problèmes biotiques, eh bien, il est intéressant du coup d'associer à cette insertion d'une légumineuse, d'associer cette légumineuse à autre chose pour réduire les problèmes biotiques et puis avoir aussi un rendement additionnel sur la parcelle et éviter du coup des échecs certaines années. Donc, il y aura un webinaire spécifiquement sur ces questions de diversification spatiale et de culture associée, mais c'était juste pour indiquer que cette diversification spatiale, elle est particulièrement importante dans le cas des légumineuses. Un exemple ici est d'une légumineuse, le lupin, qui est particulièrement peu compétitif vis-à-vis des adventices. C'est la légumineuse la plus difficile à cultiver pour cette raison. Et quand on la met toute seule, cette légumineuse, finalement, quand on suit la biomasse d'adventice au cours du cycle, elle fait guère mieux finalement qu'un sol nu. Elle est incapable d'étouffer les adventices jusqu'à la floraison. Alors que quand on rajoute du triticale, par exemple, en association avec du lupin, on a quelque chose qui est beaucoup plus capable de supprimer les adventices. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont montré l'intérêt de ces associations pour gérer les adventices. Donc, il nous paraît crucial, en fait, de considérer le système de culture aussi différemment, puisque on a peut-être considéré beaucoup la place des légumineuses dans le système en considérant comment ces espèces pouvaient fournir des services aux cultures suivantes, notamment, donc des services qu'apportent les légumineuses au système, mais peut-être regarder les choses différemment et aussi considérer comment le système de culture peut aider, faciliter la légumineuse serait particulièrement nécessaire pour justement les mettre dans de bonnes conditions pour réussir à atteindre ce challenge de 0 pesticide. Donc, c'est aussi regarder un peu dans des futurs travaux, non seulement les services pour les cultures qui suivent, mais aussi regarder davantage ce qui se passe avant, peut-être, de mettre la légumineuse dans des conditions favorables et d'imaginer des nouveaux arrangements spatio-temporels qui permettent de gérer sur l'ensemble d'une rotation ces bioagresseurs. Et donc, comme indiqué précédemment, aller vers un raisonnement beaucoup plus global de la régulation d'une communauté de bioagresseurs et non pas des stratégies ciblées pour chaque. Donc, Judith évoquera l'ensemble des leviers que l'on peut actionner et qui seront traités dans spécifique, mais voilà, ici aussi une diapo qui rejoint le message également d'Antoine sur l'idée que c'est aller vers ce type de système riche en légumineuses et sans pesticides ne peut pas se faire de façon très linéaire et nécessite du coup une gestion adaptative. On ne passe pas d'un point A simplifié à un point B très diversifié. C'est une adaptation continue, des apprentissages, une combinaison d'expertise et une co-construction pour aller vers un schéma plus diversifié par étapes et avec une diversité de trajectoires possibles, comme on l'a également indiqué précédemment. Je vous remercie de votre attention. Je remercie plusieurs contributeurs qui ont fourni des illustrations et des exemples pour cet exposé, notamment Anne-Sophie Voisin, Anne Schneider, Nathalie Polak et Mathieu Laurin. Merci. Donc, il y a Judith qui donne quelques perspectives, sachant qu'il vous reste 3 minutes normalement par rapport au timing qui était initialement prévu. Ok, donc on va essayer de faire vite.
Du coup, je partage mon écran. Je vais avoir du mal quand même à faire ça en 3 minutes, hein, mais hop, Tu fais au mieux. voilà. Donc, on passe très vite. Donc, je vais vous parler ce matin, bonjour à tous, du projet prioritaire de recherche spécifique, qui a pour objectif d'essayer de faire pencher la balance du côté, enfin, au niveau des exploitations agricoles vers des systèmes de culture plus riches en légumineuses et sans pesticides. Et donc, bon, comme ça a été présenté avant, hein, c'est un projet qui se trouve à la convergence de 3 grands objectifs nationaux et d'ailleurs internationaux, qui sont l'augmentation des sources de protéines végétales produites localement, la diminution de l'utilisation des engrais azotés, puisqu'on sait que la fabrication des engrais azotés est un contributeur majeur des émissions de gaz à effet de serre, et la diminution de l'utilisation des pesticides. Mais comme l'a présenté Guénaël, ces systèmes de culture présentent un certain niveau de risque, notamment en raison des faibles investissements en recherche et développement sur les espèces légumineuses dans les décades qui ont précédé le temps actuel. Donc, bon, des rendements qui sont souvent critiqués car ils sont jugés trop irréguliers en raison de différents stress biotiques et abiotiques. On se trouve, pour ces cultures, face effectivement à un certain nombre d'impasses techniques, mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est un contexte de prix souvent jusqu'à présent défavorable. Et donc, vraiment, il y a différents niveaux qui bloquent, qui freinent le développement de ces systèmes de culture riches en légumineuses et sans pesticides. Donc, dans le cadre du projet spécifique, on a vraiment pensé qu'il était important d'articuler différents leviers à différentes échelles et tout au long de la filière de production de ces légumineuses à graines dans des systèmes de culture qui sont sans pesticides. Et donc, on a différents lots de travaux qui vont interagir entre eux pour essayer de lever ces leviers, d'actionner ces leviers pour lever les freins au développement de ces systèmes de culture qu'on appelle de nos voeux. Donc, dans le lot de travaux numéro 1, on va travailler au niveau de la plante pour essayer de favoriser l'émergence de variétés résilientes. Ces variétés résilientes, elles vont être prises en compte dans un lot de travaux numéro 2 qui, lui, va travailler sur développer des systèmes de culture diversifiés, donc qui utilisent la diversification pour atteindre les objectifs de réduction de pesticides. Tout ça doit se faire en lien avec les attentes du marché et pour repenser des incitations qui vont permettre aussi de jouer un rôle de levier pour cette évolution qu'on souhaite. Et il nous semble assez crucial aussi de vraiment sensibiliser le public à l'intérêt de ces systèmes de culture qu'on veut développer, mais aussi les rendre partie prenante de cette évolution en leur faisant comprendre que voilà, il y a des choses qui ne sont pas simples et qu'on a besoin d'eux. Donc, c'est un projet qui s'appuie sur un partenariat très multidisciplinaire. Donc, vous voyez sur la droite de cette diapo, je ne vais pas tous les énumérer, mais on a vraiment des spécialistes de plein de disciplines dans ce projet qui réunit 12 unités de recherche partenaires. Alors, je vais balayer un petit peu ces 4 lots de travaux qui structurent un peu le projet, même si ces lots de travaux sont très connectés les uns aux autres. Donc, le premier lot de travaux a pour objectif d'aider à la sélection de variétés de légumineuses plus résilientes, puisqu'on sait que le levier variétal il joue un rôle majeur dans les systèmes de culture à faible intrant. Donc, différentes actions dans ce lot de travaux. Une action qui nous semble très importante, c'est de cribler des collections de ressources génétiques pour identifier des sources de résistance à des bioagresseurs qui ont été très peu travaillés par le passé. Donc là, on pense en particulier aux pucerons, aux cytones et aux adventices, donc aux mauvaises herbes. Donc, voilà, dans ce lot de travaux, on espère identifier des sources de résistance intéressantes. Dans un deuxième lot de travaux, enfin, dans une deuxième partie de ce lot de travaux,
on souhaite intégrer les connaissances qui sont déjà disponibles, issues de projets qui ont eu lieu par le passé, mais aussi d'autres projets qui vont continuer dans la période des 6 années à venir. Donc, des connaissances sur la génétique des résistances pour pouvoir faciliter la sélection des espèces mineures et utiliser ce qu'on sait sur une espèce de légumineuse pour pouvoir le potentialiser sur une autre espèce de légumineuse. Donc ça nous semble intéressant. Et donc, cette base de données un peu interactive, enfin, cet outil interactif d'agrégation de connaissances va porter sur des connaissances acquises sur les résistances à Aphanomyces, à la scotitose, aux bruches, et puis aux pucerons, au développement racinaire pour tout ce qui concerne les stress racinaires, et puis ce qu'on va commencer à appréhender pour la lutte contre les adventices. Donc, d'un côté, on aura des sources de résistance. De l'autre côté, on espère dégager des marqueurs moléculaires qui vont permettre d'accélérer la sélection pour, in fine, tester une méthode qui s'appelle le speed breeding pour cumuler de façon accélérée des résistances à l'aide de marqueurs moléculaires et donc produire ainsi, à l'issue du projet, des prototypes végétaux résilients à plusieurs bioagresseurs. Donc, ces prototypes, ils pourront être testés dans des systèmes de culture à concevoir dans le projet, donc le lot de travaux numéro 2 qui est coordonné par Guénaël et Lou. Donc, l'objectif sera de concevoir des systèmes de culture valorisant les régulations biologiques, puisque, bon, comme ça a été présenté dans les 2 exposés précédents, diversifier les systèmes de culture à la fois dans le temps et dans l'espace permettra potentiellement d'intensifier les régulations biologiques du champ au paysage. Pour ce lot de travaux, on va s'appuyer sur un réseau unique de 3 plateformes expérimentales qui testent des systèmes de culture sans pesticides basés sur l'utilisation de la biodiversité. Donc, un système de culture agroécologique dans le cadre du projet Cassis qui est mené sur la plateforme expérimentale du domaine des Poisses à côté de Dijon. Une autre plateforme INRAE localisée près de Bourges dans le cadre du projet ABI, donc qui est aussi un système de culture agroécologique, et une grande parcelle sur le domaine expérimental qui est situé à côté de Rennes, donc dans le cadre du projet Biodiversisystème. Donc, ces 3 plateformes et ces 3 projets sont des démonstrateurs de voies de transition agroécologique pour les acteurs, pour les parties prenantes et pour les étudiants. Et dans le cadre du projet spécifique, on va les étudier, car dans ces systèmes de culture, la part des légumineuses a été augmentée. Et donc, ce qui va nous permettre d'étudier la coévolution des cultures, des ravageurs et des ennemis naturels de ces ravageurs dans les systèmes de culture basés sur la biodiversité, pour ensuite modéliser les processus impliqués dans la lutte contre les bioagresseurs à plusieurs échelles, pour pouvoir fournir des outils de conception, de co-construction de systèmes de culture donc sans pesticides et riches en légumineuses. Et effectivement, comme l'a mentionné Guénaël, ce qui nous semble aussi intéressant, c'est pour une fois étudier l'effet des systèmes de culture sur la performance des légumineuses pour aider ces cultures qui sont vraiment à la convergence d'objectifs majeurs pour l'agriculture de demain. Le troisième lot de travaux, donc il est vraiment au niveau un peu socio-économique, il a vraiment pour objectif de comprendre les freins et les leviers qui vont permettre d'évoluer vers ces systèmes de culture. Et aussi, il a pour objectif de concevoir des incitations pour les parties prenantes des systèmes agricoles et agroalimentaires. Donc, très rapidement, au niveau des systèmes agricoles, on va essayer d'évaluer sur des critères multiples, donc qui vont effectivement des indicateurs de services écosystémiques, mais aussi des indicateurs plus économiques, plus microéconomiques, comme par exemple une meilleure résilience de la comptabilité des exploitations agricoles si elles rentrent dans des systèmes de culture avec légumineuses et sans pesticides. Donc, on va essayer d'évaluer différents systèmes agricoles sur des critères multiples pour identifier
des systèmes qui permettraient une meilleure durabilité à la fois économique et agronomique. Au niveau des marchés aval, on va analyser les tendances du marché alimentaire pour identifier les entreprises engagées dans la transition et pour discuter avec elles des arrangements organisationnels qui pourraient permettre d'évoluer vers plus de systèmes de culture riches en légumineuses et sans pesticides. Et plus globalement, au niveau de l'ensemble de la filière, il va y avoir des travaux conduits par des collègues sociologues et économistes pour identifier vraiment, au niveau de l'organisation socio-économique de la filière, quels sont les verrous et quels seraient les leviers pour favoriser la mise en œuvre d'alternatives aux pesticides. Bon, on pense en particulier, pour donner un exemple, au contrat de culture qui semble une voie intéressante. In fine, quatrième lot de travaux, l'objectif c'est de diffuser ces connaissances. Il nous semble important de former les professionnels de demain, donc on compte concevoir des formations, encadrer des étudiants, mais aussi organiser des visites de terrain pour des agriculteurs intéressés, pour des groupements, pour des représentants des parties prenantes. Et tous les ans, on va organiser une rencontre de groupes de représentants des parties prenantes de la filière. Voilà, donc juste pour info, l'adresse du site web du projet. Donc, le site a été généré, mais pour le moment, le contenu reste à créer. Et donc, un compte Twitter du projet Spécifix. Et donc, on pense que d'ici la fin de l'année 2021, on aura des choses à vous communiquer sur ces sites. Et puis, une première interview a donné lieu à un grand article sur le projet. Donc, ça, c'est intéressant. Et oui, pour dire aussi que nos ressources pédagogiques seront mises en ligne publiquement. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de diffuser un maximum les connaissances. Voilà. Bon, j'ai fait plus que 3 minutes. Mais... Merci Judith, merci Gwenaëlle. Vous avez un peu débordé, mais on va s'en sortir, on devrait y survivre. Et donc, on a 10 minutes de questions devant nous avant d'écouter Claude. Alors, Florence, je te repasse la parole. Alors, des questions, de cette question pour commencer, d'abord des questions de compréhension sur espèces mineures. Tu parles dans ta diapo sur l'amélioration variétale, qu'on manque de travaux sur les espèces mineures. Est-ce que tu peux dire un peu plus là-dessus, Judith? Et une autre question qui s'adresse à vous deux sur les expérimentations longue durée, sur les essais longue durée dont on voit bien qu'ils sont importants si on veut pouvoir véritablement évaluer l'impact des légumineuses sur les bioagresseurs. Donc, est-ce que, Gwenaëlle, tu peux donner quelques compléments sur ta diapo 9 ou 10, je crois, sur les indicateurs, sur ces simulations, tu sais, où on voit le colza dans une des diapos et le poids dans l'autre. Et puis, Judith, pareil, est-ce que, alors donc on voit bien ce qui va se faire sur les 3 plateformes, est-ce que vous prenez en compte également ce qui se passe en lisière de parcelles, bandes fleuries, haies, des choses comme ça dans ces travaux ou pas du tout? Voilà, et sur les aspects sélection génétique, une autre question qui vient d'arriver, est-ce que vous travaillez simultanément sur la question de la tolérance au changement climatique? Alors, je vais prendre les questions sur les aspects génétiques et puis je laisserai donc Gwenaëlle répondre aux autres questions. Et puis, on a aussi Stéphane Cordeau qui est co-animateur du projet Spécifix qui pourra aussi intervenir sur la question notamment des essais longue durée, je pense. Donc, espèces mineures, en fait, c'est pas du tout péjoratif, c'est lié plutôt aux surfaces cultivées dans ces espèces. On sait que plus les surfaces cultivées dans une espèce sont faibles, moins les sélectionneurs vont être rémunérés pour leur travail de sélection sur ces espèces et donc moins il y aura de travaux de recherche et développement sur ces espèces. Donc ça, c'est réellement un problème au niveau des espèces de légumineuses, qu'elles soient à graines et fourragères, puisqu'on a des espèces légumineuses majeures, comme par exemple le pois,
le soja dans d'autres pays, et des espèces plus mineures, comme par exemple la févrole. Bon, on a parlé du lupin, il y a la lentille, il y a le pois chiche, et effectivement, même au niveau recherche, on avance plus vite à l'INRAE, en particulier sur le pois, que sur les autres espèces. Donc, il y a un petit peu une volonté, enfin, on a vraiment la volonté d'avoir des approches qu'on appelle translationnelles, qui permettent d'utiliser les connaissances qu'on acquiert sur nos espèces légumineuses un peu modèles et de les transférer vers des espèces plus mineures, comme la févrole, par exemple. On a notamment des exemples de travaux actuellement qui sont conduits dans mon équipe à Dijon sur la résistance aux bruches. Alors là, pour le coup, on prend la févrole comme modèle et on essaye de raccrocher les wagons pour le pois et pour la lentille. Voilà. Donc ça, c'est une réponse sur les espèces mineures. Sur la question de peut-on travailler simultanément sur le changement climatique, oui, de fait, il va falloir travailler sur le changement climatique. Dans le projet Spécifix, c'est dans l'outil, un petit peu l'outil qu'on veut développer qui permettra de travailler à intégrer les connaissances sur plusieurs espèces et sur plusieurs traits. Il y aura effectivement des résultats sur stress hydrique en particulier, puisque c'est la question qui est la plus développée au niveau recherche. Mais pour les screenings pour le criblage des ressources génétiques, ça restera à faire et effectivement, il faut encore débloquer plus de moyens pour la recherche sur les légumineuses. Voilà. Je voudrais faire des réponses courtes, puisque sinon on n'aura pas, comme le temps file très vite. Et donc, alors, est-ce que Gwenaëlle, tu prends la suite pour la partie agronomique ? Oui, la question c'était est-ce qu'il y a des essais long terme qui existent déjà et est-ce que tout ça est pris en compte effectivement, notamment il y avait une question sur les aspects céréales, légumineuses. On a beaucoup de résultats à l'échelle annuelle, mais pas forcément à l'échelle pluriannuelle. Donc ça, c'est effectivement ce que l'on souhaite traiter. C'est le cas aussi dans le projet Divers Impacts, c'est justement d'être capable d'avoir maintenant des références où on combine le temporel et le spatial qui étaient jusque-là étudiés un peu trop séparément. Donc voilà, sur les questions adventices et maladies, on peut avoir des effets positifs à l'échelle de l'année, par exemple, mais on ne sait pas encore forcément très bien à plus long terme. Et sur l'impact de ce qu'il y a autour des parcelles, Stéphane peut-être peut dire un mot sur ce qu'il y a sur Cassis et comment Cassis intègre ces éléments. Oui, dans les 3 plateformes qui sont mentionnées dans le PPA Spécifix, Cassis, ABI et Biodiversistem, le changement de paradigme, c'est de dire que ce qui se passe à l'intérieur d'une parcelle n'est pas indépendant de ce qui se passe autour des parcelles et qu'il faut avoir une gestion de ce qu'on appelle le paysage des pratiques agricoles, l'organisation des pratiques agricoles dans le paysage, incluant notamment la mise en place d'infrastructures agroécologiques telles que des bandes enherbées, des bandes fleuries et des haies à vocation biodiversité. Et de fait, on fait des diagnostics approfondis des bioagresseurs, des auxiliaires de culture et de leur niveau de régulation sur ces bioagresseurs dans les cultures. Et on regarde aussi si les infrastructures agroécologiques qui sont situées autour ont un impact là-dessus, avec des suivis qui sont faits sous forme de transects depuis ces bandes enherbées, bandes fleuries, à l'intérieur des parcelles, puisque ces infrastructures prennent de la place. Ça rentre dans l'évaluation économique de savoir combien ça prend de place et combien ça nous coûte en termes de gestion. Et donc, il faut avoir une évaluation de leur service rendu. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions par rapport à cette intervention, où on gardera peut-être l'ensemble pour la discussion finale. Et donc,